Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur Jancovici. On se retrouve donc ce soir pour le 3e épisode de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. L'idée de cette série, c'est de pouvoir imaginer, penser, mais surtout anticiper ce que sera la situation après le coronavirus. Donc, c'est une situation qui va être compliquée, qui est assez floue aujourd'hui. Donc, hier, on s'est retrouvé en compagnie de Jean Jouzel, qui est climatologue. On a pu parler de la thématique de politique climatique. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec Monsieur Jancovici pour parler d'une thématique assez proche, mais un peu différente, qui sont les politiques énergétiques. Donc on vous connaît assez bien dans le milieu, vous êtes l'un des acteurs les plus impliqués sur la question de transition énergétique, et vous soumettez donc régulièrement des propositions allant dans ce sens sur vos réseaux sociaux, et notamment par le biais des sociétés et des entreprises dans lesquelles vous travaillez. Mais vous êtes surtout reconnu donc, comme l'un des acteurs en fait, qui rend surtout le plus accessible en fait, ce savoir scientifique, notamment dans vos posts quotidiens donc, sur les réseaux sociaux. Donc je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation et de venir partager avec nous votre vision et votre compréhension des événements d'aujourd'hui. Pour cela, donc, comme hier, comme mardi, on va procéder avec 45 minutes d'échange sur la base de questions que j'ai préparées précédemment. Et ensuite, on va réaliser un échange de 30 minutes environ avec les participants. Je vous invite donc dès maintenant à poser vos questions donc, dans l'onglet questions-réponses juste en bas. Et puis, vous pouvez également voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Vous pouvez commencer à vous présenter, Monsieur Jancovici. Je vous laisse la parole. Vous voulez savoir quoi? Ce que je fais? Oui, ce que vous faites dans la vie de tous les jours, qui vous êtes, d'où vous venez. Alors en ce moment, les courses et la vaisselle, mais sinon, quand on n'est pas confiné, donc j'ai 3 activités essentielles, on va dire. La première, c'est que je suis associé d'une société, enfin maintenant d'un petit groupe de sociétés qui s'appelle Carbone 4, et dont la vocation est d'essayer de travailler pour des acteurs économiques pour les aider à progresser sur la prise en compte des contraintes énergie-climat dans leur activité. Ma deuxième activité, c'est d'avoir créé il y a maintenant une dizaine d'années une association qui s'appelle The Ship Project, qui est ce que les anglo-saxons appelleraient un think tank, un réservoir à idées, et qui essaye de formuler des propositions sur la bonne manière de décarboner l'économie. Et enfin, j'ai une troisième activité dans laquelle je mets l'enseignement, les conférences, enfin bref, tout ce qui est de la vulgarisation ou de la passation de savoir, où j'ai envie de dire l'élément le plus récurrent, c'est que je suis prof à l'école des mines de Paris, enfin qui s'appelle maintenant Mines Paris Tech. J'ai également une casquette qui est d'être membre du Haut Conseil pour le climat, et dans tout ce que je vais raconter à partir de maintenant, je n'engage jamais aucune de mes entités d'appartenance de façon directe, même si évidemment je ne suis pas complètement détachable de celles que je pilote en direct. Donc voilà à peu près ce que je fais dans la vie. Très bien, je vous remercie pour cette présentation avec notamment le carbone 4 qu'on connaît très bien. On nous présente souvent d'ailleurs dans les cours à Sciences Po, on nous présente vos rapports qui aujourd'hui nous permettent d'avoir une vision un peu plus claire sur tout ce qui se passe en énergie. Parce qu'apparemment, même le gouvernement a parfois du mal à s'y retrouver. Donc je vais maintenant commencer par les questions que j'avais préparées. Donc dans l'un de vos posts, vous dites qu'il faut aussi se sortir de l'idée que c'est une crise. Ce n'est pas une crise, c'est une marche d'escalier dans une évolution qui en comportera d'autres. C'est une autre manière de dire que le système n'est pas durable. Est-ce qu'on doit en conclure qu'un retour au système et au modèle concrètement d'avant n'est plus possible? Oui, on doit en conclure ça. Alors, ce qui a fait l'essor de la civilisation industrielle et ce qui a fait la possibilité de faire des études longues, comme par exemple à Sciences Po, de prendre sa retraite, par exemple dans un EHPAD, mais pas que, la possibilité de travailler moins, simplement 35 heures par semaine, la possibilité de vivre en ville, où nous n'avons pas d'activité productive directe, ce n'est pas là qu'on fait pousser notre nourriture et ce n'est pas là qu'on trouve les ressources pour fabriquer nos vêtements ou les objets qu'on utilise. Toute cette organisation économique et spatiale de nos activités, on le doit à un élément majeur qui est la hausse de l'approvisionnement énergétique, c'est-à-dire la hausse du parc de machines en fonctionnement. Parce qu'en fait, l'énergie, si on est très synthétique, c'est des croquettes pour machines, c'est-à-dire ce qui permet de mettre en route un parc d'esclaves énergétiques qui travaillent pour nous. Cet accroissement énergétique, malheureusement pour nous, il est basé sur une ressource qui a 2 caractéristiques. Elle est épuisable. C'est essentiellement des combustibles fossiles, donc c'est des combustibles qui se sont formés par lente décomposition dans la croûte terrestre ou par lente cuisson dans la croûte terrestre, plus exactement, de restes de vie anciennes qui ont vécu n'importe quand entre il y a 5 millions et il y a 500 millions d'années. Donc ces combustibles sont épuisables. Et par ailleurs, quand on s'en sert, on met le sous-produit de leur utilisation, qui s'appelle du gaz carbonique, dans l'atmosphère, où il n'a pas de processus qui l'en enlève rapidement. Donc,
on remplit la baignoire avec du gaz carbonique, et puis le gaz carbonique ne s'en va pas facilement de la baignoire. Il s'en va, mais pas facilement. Le fait qu'on ait bâti toute cette organisation sur des combustibles fossiles, même en France, qui est un pays où on a l'habitude de penser qu'il n'y a que l'énergie nucléaire, en fait, pas du tout. Quand on regarde l'énergie qui alimente les machines dont on se sert tous les jours, les aspirateurs, les voitures, les industries, etc., en fait, les 2 tiers de l'énergie qu'on utilise en France proviennent du pétrole. Donc, les 2 tiers de l'énergie qui alimente nos machines, c'est du pétrole, enfin des dérivés du pétrole. Donc, les pays du monde et le monde dans son ensemble a prospéré sur l'accroissement de la consommation d'énergie fossile. Et comme ces énergies sont épuisables, il y a malheureusement quelque chose qui dit qu'on ne peut pas avoir un approvisionnement perpétuellement croissant, ni même perpétuellement constant avec ces énergies qui sont épuisables. Ce que nous avons vécu en 1974, alors vous n'étiez pas né, moi à peine, mais en 1974, il y a déjà eu un premier craquement dans le système, qui est que le pétrole, qui augmentait très très vite, s'est mis à augmenter beaucoup moins vite. En 2005, il y a eu un deuxième craquement dans le système, et en fait, en 2018, on était en train de préparer un troisième craquement dans le système, qui est que la production mondiale de pétrole est vraisemblablement passée par un maximum en 2018. Et là, la crise du Covid, en fait, est une crise qui est une régulation involontaire d'un système qui doit se réguler de toute façon, parce que dire qu'un système n'est pas durable, c'est dire qu'il ne va pas durer. Alors après, dire quel est l'événement qui va faire qu'il va s'arrêter de fonctionner comme avant, ça, il faut une grosse boule de cristal pour y arriver. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand on a un craquement dans un système qui n'est pas durable, en général, le système ne se reconfigure pas après comme il était avant. Donc, la crise du Covid, elle va notamment avoir un effet sur l'approvisionnement pétrolier, qui est très structurant dans le monde qui nous entoure. C'est que, comme il fait baisser le prix du baril de pétrole, comme cet épisode fait baisser le prix du baril de pétrole, du coup, les pétroliers qui étaient déjà en train d'investir massivement pour essayer de maintenir la production au niveau auquel elle était, vont arrêter d'investir, notamment tous les pétroles modernes qui permettaient à la production d'augmenter, le pétrole de schiste aux États-Unis, les sables bitumineux au Canada, qui sont par ailleurs les pétroles les plus sales pour l'environnement, c'est ceux qui nécessitent le plus d'espace, le plus de moyens, etc. Eh bien, les investissements dans ces types de production-là vont beaucoup décélérer. Et du coup, la quantité totale de pétrole qu'on va avoir à notre disposition va baisser. Alors, les gens qui aiment bien le climat diront que c'est une excellente nouvelle. Les gens qui aiment bien l'économie diront que c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça va empêcher l'économie de redémarrer comme avant. Parce que nous allons nous heurter quelque part au plafond de la quantité totale de pétrole disponible. Par ailleurs, il y a des mécanismes, j'ai envie de dire, culturels qui n'attendaient qu'une crise de cette nature pour s'exprimer. Ça fait maintenant des années que vous avez un certain nombre de gens qui ont envie d'avoir un système moins mondialisé et plus recentré sur les États. Donc, on a par exemple assisté au moment de cet épisode à quelque chose qu'on ne pensait pas possible, qui est la fermeture de frontières intra-européennes. Donc, et tout ça correspond à des tentations qui étaient là bien avant la crise du Covid. Simplement, la crise du Covid leur permet de s'exprimer tout d'un coup et il est vraisemblable qu'une partie de ces expressions ne seront pas réversibles. Et ça, c'était lié à la mondialisation qui avait fait pousser des boutons à un certain nombre de gens. Donc oui, il va y avoir des choses qui ne pourront pas revenir comme elles étaient avant par un mélange d'impossibilités physiques et un mélange de réticences culturelles qui font alors un truc aussi bête que de se faire la bise, par exemple. Peut-être que ça va mettre très très longtemps avant de revenir parce que les gens vont tous vous regarder quand vous allez vouloir leur faire la bise en disant celui-là veut m'assassiner, il veut me coller une maladie quelconque. Donc il y a des choses qui vont être, bon ça en l'occurrence ça n'empêchera pas l'économie de tourner, mais il y a un certain nombre d'autres mécanismes qui vont probablement s'appliquer de façon significative. Dernière chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une crise a un début et une fin normalement. Là, on sait quand est le début, en ce qui concerne le Covid. La fin, moi, je ne sais pas. L'économie est en train de perdre 3 points de PIB par mois. Quand on va sortir des 2 mois de confinement, on va sortir avec quelques millions de chômeurs supplémentaires. Je ne sais pas vous dire si on va en avoir 2, 4 ou 6 en plus, mais enfin, ça va être le bon ordre de grandeur. Parce que tous les gens qui travaillent dans la restauration, dans une partie du commerce, dans une partie de l'industrie, dans une partie des parcs de loisirs, dans l'événementiel, etc., vous avez plein de gens qui vont être mis dehors, hein, c'est très clair. Et l'histoire nous enseigne, ça vous devez le savoir à Sciences Po, que quand on a une grosse crise économique comme ça et que derrière, il n'y a pas de reprise rapide parce que le pétrole nous empêchera d'avoir une reprise rapide, eh bien, en général, ça ne sent pas très bon, quoi. Il y a un certain nombre de cas de figure dans l'histoire où ça s'est vraiment très mal terminé.
Donc, je fais partie des gens qui disent qu'il faut être très vigilant sur ce qui va se passer dans les mois à venir, parce qu'on pourrait très bien se préparer des épisodes encore beaucoup moins drôles que ceux qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, si je comprends bien, on est passé d'un modèle où on pensait pouvoir étirer un peu à l'infini nos ressources et notre capacité à croître toujours plus, à un modèle qui se retrouve finalement limité par ses ressources physiques en quelque sorte. On redécouvre le fait que les ressources physiques sont limitantes pour l'économie. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte au moment où on a théorisé l'économie classique, qui vous sert à avoir de très beaux cours d'économie à Sciences Po. Alors, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais jeune, j'ai eu moi aussi des cours d'économie, et il y a une partie de mes cours d'économie auxquels je ne comprenais strictement rien. Et alors, je me disais, c'est que je dois être bête. Si je ne comprends rien, c'est clairement. Il y avait aussi des trucs que je n'arrivais pas à comprendre dans la presse. Ouais. Et j'ai mis très très longtemps à comprendre qu'en fait, je ne comprenais rien, tout simplement parce que la théorie était totalement bancale. Donc, on essayait de justifier avec des trucs qui sont de l'ordre de la religion des processus observables dans le monde avec des théories qui ne collent pas du tout. Bon. Et j'ai fini par comprendre que la raison pour laquelle on n'arrive pas à l'expliquer, c'est que la théorie à la base est mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est mauvais dans la théorie? C'est que pour faire une fourchette, vous avez assurément besoin d'un banquier sympathique pour faire une usine de fourchettes, enfin pour vous prêter pour faire. Vous avez assurément besoin d'ouvriers pour travailler dans votre usine de fourchettes, mais vous avez aussi besoin de minerais de fer et de charbon, sinon vous ne faites pas l'acier avec lequel vous ne faites pas la fourchette. Bon. Ou ça serait pareil si la fourchette était en plastique, jetable, ce qui est une horreur absolue. On voit bien que pour faire un objet, vous avez besoin d'une ressource. Et même pour faire un service, vous avez besoin d'une ressource. Le webinaire qu'on est en train de faire en ce moment, il a besoin de ressources parce que s'il n'y avait pas les câbles en cuivre et la fibre optique qui permettent au signal d'aller depuis chez moi jusque depuis tous les gens qui nous écoutent, il n'y aurait pas de webinaire. Et s'il n'y avait pas les mines pour faire l'ordinateur dont je suis en train de me servir, il n'y aurait pas l'ordinateur, donc il n'y aurait pas de webinaire. Donc on voit bien, même les services ont besoin de ressources. Et ces ressources n'ont jamais été prises en compte dans la théorie économique. La théorie économique, elle a dit la seule chose qui compte pour avoir de la production économique, c'est le travail humain, c'est le facteur humain, hein, c'est le travail humain et c'est les rentes humaines, le capital. Et à partir du moment où on ne met que deux facteurs dans la production économique qui eux-mêmes n'ont pas de limite apparente, puisque du capital, il suffit de faire de la création monétaire, vous en avez autant que vous voulez, et des travailleurs, il suffit de se reproduire comme des lapins et vous en avez autant que vous voulez. Donc, il n'y a pas de sujet. Je veux dire, croissons et multiplions et on aura une production économique qui croîtra. Donc, avec ce genre de théorie, on pense que la production économique peut augmenter sans limite, et du reste, nulle part dans l'économie qu'on vous a enseigné à l'école, vous n'avez quelqu'un qui vous a fait la démonstration qu'à partir de 100 000 milliards 352 millions 725 dollars de PIB, ça s'arrête. Il n'y a pas une démonstration qui conduise à ça. D'accord ? Donc, on s'est nourri d'une illusion qui est que la croissance peut être perpétuelle, et sauf que les lois de la physique qui sont plus fortes que nous ont rattrapés en nous disant non, non, c'est pas vrai, ça ne marche pas aussi simplement que ça. Alors, le rattrapage se fait en plusieurs temps, c'est pour ça que j'utilisais l'expression de la marche d'escalier. Il y a eu un premier rattrapage à la fin des 30 Glorieuses au moment des chocs pétroliers, où on a eu une première marche d'escalier qu'on a descendue, qui était la croissance, était très rapide, elle est devenue beaucoup moins rapide. On a eu une deuxième marche d'escalier qu'on a descendue à partir de 2005, qui a conduit à la crise des subprimes et qui est en fait une crise énergético-financière. Le premier déterminant a été une décélération économique liée à un problème énergétique. Et là, on était au début du franchissement d'une troisième marche d'escalier, donc le Covid n'a fait qu'accélérer, mais s'il n'y avait pas eu de Covid, on l'aurait franchi quand même, qui est que depuis 2018, donc je le disais, la production de pétrole était probablement passée par un maximum historique. En tout cas, si ce n'était pas 2018, c'était dans pas longtemps. Donc ça s'apprêtait, l'édifice s'apprêtait là au-dessus à craquer un grand coup. Et j'en veux pour preuve que le commerce mondial, par exemple, avait commencé à baisser depuis 2018. Il était orienté à la baisse. Que la production industrielle dans les pays de l'OCDE avait commencé à baisser depuis novembre 2018. Donc, on a vu apparaître dans la sphère financière tout un tas de trucs bizarroïdes, les taux négatifs qui se multiplient, etc. Donc, on voyait bien que le système était, la tectonique des plaques était en train de nous le mettre en tension d'une manière pas sympathique. Et le Covid n'a fait qu'accélérer. Donc, c'est un élément conjoncturel. C'est le petit grain de sable qui a fait cristalliser tout le système et qui a fait un peu craquer tout le système. Les économistes, encore une fois, ne voyant pas la question de la ressource, ils se disent demain, c'est pas grave, on va repartir comme hier, donc on va de nouveau repartir de l'avant. Et là, malheureusement, c'est pas ça qui va se passer. Alors, c'est très ennuyeux parce que ça induit dans l'opinion le sentiment d'être trahi et trompé
parce que le discours dominant étant faites-moi confiance, la croissance va revenir, alors que ça ne dépend pas des élus, mais ça dépend de la physique, crée derrière ce sentiment d'injustice qui est on nous a raconté des salades et on nous a dit qu'on allait pouvoir remettre en place le système comme avant, alors que malheureusement, ça n'est pas le cas. Et pour finir là-dessus, je pense que malheureusement, le grand défi qui nous attend pour l'avenir, alors je suis désolé de dire ça à votre génération, parce que c'est aussi celle de mes enfants, mais le grand défi qui nous attend pour l'avenir est celui d'arriver à être heureux dans un monde sans croissance. Ce qui est renversant par rapport aux réflexes culturels que nous avons acquis. Par exemple, dans un monde sans croissance, l'augmentation à l'ancienneté, ça pose problème. Exemple parmi d'autres. On a un beau futur en prévision. Pour rebondir un peu sur un élément que vous avez mentionné précédemment, qui est la baisse du prix du pétrole, puisqu'on sait aujourd'hui que le baril se trouve à peu près autour de 25 $, si je ne me trompe pas, notamment aussi avec le gaz de schiste qui va être encore plus impacté par cette crise. Est-ce que ça va entraîner des chocs au niveau des investissements sur les énergies renouvelables ou est-ce que ça n'aura pas du tout d'impact? Alors, le bas prix du pétrole va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que dès que l'occasion s'en présentera, on aura envie de se remettre à en consommer plus, jusqu'au moment où on va taper sur la production qui est orientée à la baisse, et à ce moment, on aura de nouveau un choc. À très court terme, ça va un peu dissuader les investissements dans les énergies renouvelables, mais ce qui va surtout dissuader les investissements dans les énergies renouvelables, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces investissements sont aidés par des mécanismes de subvention, et que quand on est en situation de disette, les mécanismes de subvention, on a envie de les regarder d'un peu plus près. Surtout qu'un certain nombre de gens comme moi considèrent que les énergies renouvelables qu'on est en train d'aider en ce moment en France ne sont pas les bonnes, qu'il faudrait s'occuper de celles qui substituent de la chaleur et des produits pétroliers et pas celles qui substituent de l'électricité qui est essentiellement nucléaire, donc décarbonée, indépendamment de ce qu'on peut approcher au nucléaire. Alors, ce n'est pas vrai dans d'autres pays, évidemment. Donc, il y a des pays où c'est très utile de faire des énergies renouvelables électriques. Si on en fait en Pologne, c'est une très bonne idée. Mais effectivement, dans ces pays-là, ça va être probablement un peu calmé. Je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus ennuyeux, mais ça ne va pas durer très longtemps, encore une fois. Je pense que dès qu'on voudra faire repartir l'économie à l'identique, le pétrole va se remettre à bondir vers des sommets. Si je peux Le me prix du permettre, pétrole est devenu très volatile ces derniers temps. oui. Donc, le bas prix du pétrole peut très bien ne pas durer très longtemps. Si je peux me permettre de vous couper, vous avez mentionné justement des énergies renouvelables qui pourraient se substituer à l'énergie thermique qui est réalisée avec le pétrole. À quelle énergie est-ce que vous pensez? Le solaire thermique, par exemple? Non, alors je pense à la pompe à chaleur qui permet de supprimer le chauffage au fioul et au gaz. Donc une pompe à chaleur, c'est un frigo inversé. Si vous avez un frigo dans votre cuisine, vous savez qu'à l'intérieur, il fait froid normalement. Et si vous allez passer votre main derrière le frigo, il fait chaud. Donc en fait, le frigo est une machine à extraire les calories de l'intérieur du frigo et à les rejeter à l'extérieur dans la pièce. Eh bien, une pompe à chaleur, c'est la même chose. C'est un frigo qui est ouvert sur l'extérieur. Donc il va extraire les calories de l'extérieur et il les rejette dans votre logement. Et il se trouve que ce processus-là, la physique le permet, utilise beaucoup moins d'énergie que la quantité totale d'énergie transférée. C'est-à-dire que si vous regardez l'énergie qui est transférée depuis l'extérieur vers l'intérieur de chez vous, c'est beaucoup moins d'énergie que l'énergie utilisée pour faire tourner la pompe à chaleur. Donc il y a un coefficient multiplicateur, alors qui n'est pas de la magie, c'est juste que ça transfère l'énergie d'un côté à l'autre du mur de la maison, qui permet à ce dispositif d'être assez efficace. Et par ailleurs, il fonctionne à l'électricité qui, dans notre pays, est décarbonée. Donc si vous remplacez, et les pompes à chaleur sont comptées comme énergie renouvelable dans l'inventaire national français. Et il faut savoir que dès à présent, la quantité d'énergie renouvelable, donc de chaleur renouvelable transférée, parce que c'est la chaleur du sol ou de l'air, transférée par les pompes à chaleur, c'est aussi important que l'éolien dans notre pays. Mais ça coûte beaucoup moins cher aux contribuables. Et donc, ça permet de remplacer du chauffage au fioul, qui lui dépend d'importation de pétrole et émet du CO2, et du chauffage au gaz, qui dépend d'importation de gaz et qui émet du CO2. Donc ça, c'est la première énergie renouvelable à laquelle on peut penser. La deuxième, c'est le bois. Alors, le bois peut être utilisé pour des réseaux de chaleur, il peut être utilisé pour de la chaleur industrielle. Dans les pays très boisés, par exemple l'Autriche, a pas mal d'industries qui tournent au bois. La Suède a énormément d'industries qui tournent au bois. Et enfin, vous pouvez utiliser également la biomasse pour faire du biogaz, qui peut être injecté dans le réseau pour les usages du gaz ou qui peut servir pour du machinisme agricole avec des moteurs à gaz ou des camions, par exemple. Et enfin, vous pouvez également faire des agrocarburants
mais les agrocarburants, ce n'est pas la manière la plus efficace de se passer de pétrole aujourd'hui. Il vaut beaucoup mieux diminuer la taille des voitures dans un premier temps et rester au pétrole. Ça permettra d'économiser beaucoup plus de pétrole que de garder les mêmes tailles de voitures et de mettre des agrocarburants. C'est mieux de refaire des 2 chevaux. Et enfin, donc voilà l'essentiel des énergies renouvelables auxquelles je pensais quand je pensais à celles qui peuvent substituer des produits pétroliers et gaziers. Je vous remercie. Ah, Pour revenir sur la question… Voilà, je reviens à mon pétrole. Donc, la baisse du prix du pétrole a effectivement une incidence sur les énergies renouvelables au sens de ça incite les gens à s'en détourner. Mais comme je le disais, depuis qu'on a passé le pic du pétrole conventionnel dans le monde, c'est-à-dire 2008, le prix du pétrole est devenu extrêmement volatile. Même vous vous en souvenez peut-être. Donc, entre 2005 et 2008, ça a explosé. Après, en 2009, ça s'est cassé la gueule. En 2010 à 2014, ça a re-explosé. Puis en 2015, ça a redescendu, puis etc. Donc, maintenant, le prix du pétrole fait le yo-yo à relativement brève échéance. Ce qui est un problème supplémentaire, parce que si vous vous calez sur le prix du pétrole pour dicter votre politique énergétique, vous avez un signal oscillant qui vous trouble la vue. Et donc, ça ne remplace pas une volonté politique sur le long terme de dire on va faire ça, point. Après, il y a un autre gros problème sur la baisse du prix du pétrole qui est, à mon avis, un problème majeur dont on parle assez peu, c'est que ça va créer un désordre budgétaire très important chez les exportateurs de pétrole. Vous avez énormément de pays dans le monde, enfin énormément, vous avez un certain nombre de pays dans le monde qui sont crucialement dépendants des exportations de pétrole et de gaz, et on en a un pas très loin d'une autre qui s'appelle l'Algérie. En Algérie, une bonne partie de l'économie du pays repose là-dessus. Et c'est grâce à ça que les gens mangent, parce que c'est avec les exportations de pétrole et de gaz qu'ils importent la nourriture qui ne pousse pas chez eux et qu'ils arrivent à nourrir leur population. Si le prix des hydrocarbures reste bas pendant longtemps, surtout si dans le même temps le prix de la nourriture explose, ce qui va être le cas parce qu'une partie des exploitations agricoles vont souffrir à cause du confinement, parce que canicule 2 années de suite et que si ça se trouve, on va encore s'en prendre une cette année, il suffit à ce moment qu'il y ait un effet de ciseau entre des exportations d'hydrocarbures qui sont basses, parce que le prix du pétrole est bas, et des importations alimentaires qui sont hautes à cause des problèmes que je viens d'évoquer, et vous aurez la réédition de 2011, qui ont été des émeutes de la faim dans le Maghreb, et des déstabilisations politiques derrière qui peuvent être significatives. Donc on a cette bombe à retardement, j'ai envie de dire, en Algérie. Vous l'avez également, alors au Venezuela, elle a déjà pété. Ça, voilà. Vous l'avez dans d'autres pays, notamment des pays du Golfe, où un jour, on finira par avoir des problèmes aussi si le prix du pétrole reste très bas pendant longtemps. Et enfin, vous l'avez en Russie. En Russie, un tiers du PIB repose sur les hydrocarbures. Donc, c'est quelque chose qui est absolument crucial pour le pays. La Russie qui lutte actuellement un peu contre l'Arabie Saoudite aussi pour avoir un peu cette tendance à la baisse justement sur le prix du pétrole. Ils sont un peu une guéguerre géopolitique ou est-ce que ça va se démêler Alors, ce qu'ils ont, le pari qu'ont fait les Saoudiens et les Russes, c'est qu'en maintenant un prix du pétrole bas, ils arriveraient à avoir la peau des producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis. Parce qu'il se trouve que les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis ont un prix de revient pour le baril qui se promène quelque part entre 40 et 80 dollars le baril. Donc, ils sont tous endettés jusqu'au cou en plus. Donc, ils ont non seulement le prix du baril doit être élevé pour qu'ils arrivent à gagner de l'argent en exploitation, mais en plus, ils doivent gagner encore plus d'argent que ça parce qu'il faut qu'ils remboursent la dette avec les intérêts qu'ils avaient contracté pour exploiter le pétrole de schiste à une époque où le pétrole était plus cher qu'aujourd'hui sur le marché, mais ils ne gagnaient pas d'argent quand même. Non. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec un baril à 20 ou 30 dollars, vous vous dites les producteurs de pétrole de schiste font tous faillite, donc ils sortent du marché, et à ce moment, le pétrole retrouve des niveaux de prix élevés, et en plus, je n'ai pas la concurrence de ces gens-là. Voilà, donc c'est ça le pari que les Saoudiens et les Russes ont fait. Les Saoudiens viennent d'être appelés à l'ordre par les Américains, ils sont quand même dans un système dans lequel chacun tire l'autre par la barbichette. Et les Russes, du coup, ont changé d'avis. Mais alors, c'est une guerre, à mon avis, qu'ils ne pouvaient pas gagner parce qu'aux États-Unis, le pétrole est un enjeu tellement stratégique
que je pense que les producteurs de shale oil auraient de toute façon été soutenus directement ou indirectement par la puissance publique, au sens de… Et du reste, il y aura un gros producteur de shale oil qui vient de passer en chapitre 11, c'est-à-dire l'équivalent du régime des faillites aux États-Unis, et qui a dit mais il n'y a pas de problème, je continue ma production. Et en fait, c'est exactement ça qui va se passer si le prix du pétrole est trop bas. C'est comme le pétrole est stratégique pour les États-Unis, c'est les banquiers et les actionnaires qui vont s'asseoir sur leurs actions et sur leurs dettes. Ça n'empêchera pas du tout les producteurs de pétrole de continuer à produire si c'est important pour le pays. Donc, on parle de soutien justement de l'État à un mode économique qui n'est plus viable, à un secteur d'activité qui apparemment continue de produire alors qu'il ne se porte pas bien. Aujourd'hui, on a à peu près le même cas qui se pose en France avec le secteur de l'aviation. Est-ce que vous pensez que l'État français va encore porter secours à ce secteur aujourd'hui? C'est en cours. Hein. C'est en cours. Alors, c'est normal à très court terme pour une raison assez simple. Vous avez la chance de ne pas encore avoir besoin d'avoir un travail pour gagner votre vie, mais il se trouve que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas méchant ce que je suis en train de dire. Il se trouve que ce n'est pas le cas de tout le monde et que la première tétanie du gouvernement dans la situation actuelle, ça va être d'essayer de maintenir l'hémorragie au niveau de l'emploi. La meilleure manière de faire en sorte que les gens gardent un emploi ou retrouvent un emploi après la crise, c'est de leur faire faire ce qu'ils savent déjà faire, parce que c'est comme ça que vous les mettez le plus vite possible au travail. Donc, toutes les sociétés qui sont en difficulté aujourd'hui, le premier souci du gouvernement, ça va être de leur permettre de retrouver de l'activité à l'identique, parce que c'est comme ça que vous remettez les gens au travail de manière facile. Si vous dites le transport aérien, j'en ai pas besoin et j'ai besoin de plus de trains, demain matin, vous n'avez pas les voies ferrées pour faire circuler les trains nécessairement, vous n'avez pas nécessairement les trains pour circuler, et quelqu'un qui est personnel navigant sur un avion, alors si vous servez des repas dans un avion, vous n'êtes pas reconvertible en tant que tel dans un train, parce que dans un train, personne ne sert les repas. Éventuellement, enfin, voilà, vous comprenez, donc la possibilité de reconvertir à très bref délai des gens qui faisaient un métier pour leur faire faire autre chose, ce n'est pas toujours extrêmement simple. Et si vous voulez remplacer les travailleurs immigrés qui vont ramasser les cerises avec des gens du secteur aérien, là pour le coup, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas vraiment les mêmes salaires. Donc, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a toujours tendance à essayer d'aider les activités telles qu'elles sont configurées. Ce qu'à mon avis, le gouvernement peut faire de mieux, et ce qu'il devrait faire, et ce qu'au Shift Project, on va essayer de formuler, c'est-à-dire qu'on va faire des propositions en ce sens, c'est de demander des contreparties aux gens que vous aidez. Donc, le transport aérien, OK, on le sauve à bref délai, parce que l'idée qu'Air France aille au tapis, c'est quelque chose qui est ennuyeux, et puis l'idée que les gens qui y travaillent soient tous privés d'emploi, c'est quelque chose qui est ennuyeux. Mais, par contre, au moment où vous leur tendez la bouée de sauvetage, vous leur dites, attention, c'est à telle et telle et telle condition. Alors, les conditions, ça peut être par exemple que vous allez enlever durablement 5 ou 10% des avions du service. C'est très exactement ce qu'a décidé Lufthansa. Lufthansa a décidé de retirer un certain nombre d'Airbus du service, dont des A380, et à mon avis, ils ne vont pas les remettre en service de sitôt. Alors, ça pose un problème de reconversion pour une partie du personnel, mais ce n'est pas comme si vous envoyez la société au tapis. Vous pouvez à cette occasion dire, comme ça faisait longtemps les cocos que je voulais vous imposer une taxe de ceci, une taxe d'aéroport proportionnelle à la longueur du voyage ou d'acheter des avions qui consomment moins, ben là, vous allez signer avec votre sang qu'au moment où vous recevez le chèque, vous allez faire ça. Et vous n'allez pas me promettre que vous ferez ça dans 10 ans, vous allez le faire tout de suite. Donc, c'est ça que le gouvernement pourrait faire. Alors, il ne le fera pas de lui-même, pour une deuxième raison, c'est que quand vous êtes pompier et appelé sur un incendie, vous appliquez les consignes que vous avez répétées 50 fois avant l'incendie. Et pendant l'incendie, vous n'inventez rien. Et donc là, le gouvernement étant totalement pris au dépourvu par une crise qu'il n'a pas vu venir et pour laquelle il n'a pas de plan B, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans les cartons de Bercy et dans les cartons du ministère des Transports, on a réfléchi à ce qu'on faisait si Air France avait 90% de ses avions cloués au sol et si derrière, il fallait faire repartir l'activité en enlevant 10 ou 20%. Personne n'a jamais réfléchi à ce problème. Donc, au moment où vous tendez le chèque à Air France, vous ne pouvez pas lui dire voilà les contreparties qu'on demande, parce que personne n'y a réfléchi. Et dans le feu de l'action, en ce moment, je pense que le Premier ministre dort 3 heures par nuit, donc c'est évident qu'il n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il peut demander comme contrepartie. Voilà. Donc, comme nous sommes de bons citoyens au Shift Project, on va réfléchir pour lui. Donc, on va essayer d'en fournir quelques-unes. Mais il faut bien voir que toute la difficulté de la situation qu'on va vivre à partir de maintenant, c'est que, pour reprendre une petite formule que j'ai déjà utilisée, ce n'est pas dans l'urgence que vous faites le plan d'urgence.
Donc, si vous n'y avez pas pensé avant, vous êtes coincé. Et justement, sur ces contreparties, j'ai pu lire que la ministre de la Transition écologique et environnementale a justement proposé pour Air France, qui est en quelque sorte ses contreparties. Elle a été assez vague. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu des précisions sur, par exemple, une mesure qui pourrait être mise en place Alors moi, je ne suis pas dans sa cervelle, hein, donc je ne sais pas mais je vous dis, c'est normal qu'elle soit vague, puisque personne n'y a réfléchi. On en revient à la question tout à l'heure sur la croissance. Comme on était dans un déni de décroissance, si je peux dire, c'est-à-dire au sens d'où on se dit c'est pas possible, donc on va juste pas y réfléchir, eh bien strictement rien n'est prêt pour l'éventualité où ça se produit. C'est aussi bête que ça, quoi. Bon. Je vais prendre un autre exemple. Il arrive que dans notre pays, des gens perdent une jambe. Voilà, c'est pas drôle. Vous n'avez pas envie d'en perdre une, moi non plus, mais de temps en temps, ça arrive. Alors, comme c'est déjà arrivé, la société est organisée pour ça. Donc, il y a des fabricants de prothèses, de fauteuils roulants, etc. C'est pas drôle, mais au moins, on a une solution de repli. Là, on a zéro solution de repli parce que c'est tellement pas drôle que personne n'y a pensé. Donc, on ne sait même pas quoi faire. Alors, quelques idées de contrepartie pour Air France. Je ne vais pas vous dévoiler ce qu'on va sortir au Chiffre Project dans 15 jours, donc je vais vous donner des exemples. Le gouvernement pourrait dire je vous aide, je vous sauve, mais je vous préviens que demain matin, on met une taxe d'aéroport qui est proportionnelle à la longueur du trajet pour tous les gens qui embarquent ou débarquent. D'accord ? Puisqu'on ne peut pas faire de taxation sur le carburant aérien parce qu'il faudrait un accord mondial patate et chiffon, là, on peut très bien, en ce qui concerne les aéroports qui sont chez nous, mettre en place une taxe. Et à partir du moment où les gens volent loin, on les taxe beaucoup. Et ça, du coup, ça freine le transport aérien. On pourrait très bien dire vous avez l'obligation, messieurs d'Air France, puisque l'ouverture du ferroviaire la concurrence va être décidée l'année prochaine, eh bien, on vous supprime tous les vols intérieurs. Par contre, on vous autorise à faire rouler des trains sur les lignes sur lesquelles vous aviez des avions. Donc, vous n'avez qu'à faire quelques trains sur Paris-Marseille, quelques trains sur Paris-Toulouse, etc. Et on supprime toutes les lignes intérieures qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on peut très bien le faire en train. Voilà deux exemples. Et comme de toute façon, vous allez vous prendre moins 10 ou moins 15 ou moins 20% d'activité pour les 2 ans qui viennent, qu'on décide de supprimer ces trucs-là, ça ne va pas vous priver d'activité de toute façon, parce que l'activité, vous allez en avoir moins dans tous les cas de figure. Alors, voilà deux exemples, on pourrait réfléchir à d'autres. Et du reste, on va sortir notre liste de courses dans pas très longtemps au Chiffre Project. Mais c'est évident que c'est des contreparties qui ne sont pas nécessairement très agréables à entendre. Par contre, faire repartir Air France à l'identique dans le contexte pétrolier que j'ai évoqué tout à l'heure n'offre qu'une seule garantie, c'est que vous préparez la prochaine crise. Ça n'offre pas du tout la garantie que Air France va se mettre à revivre comme avant pendant les 20 ans qui viennent. Ça vous offre juste la garantie que dans les 10 ans qui viennent, voire les 5 ans qui viennent, vous reprenez un gros pet sur le casque. C'est absolument évident. Très bien, je vous remercie. On va maintenant partir sur un secteur sur lequel vous vous exprimez souvent, qui est le nucléaire. Aujourd'hui, EDF prévoit une baisse qui est assez significative de sa production nucléaire en 2020. Est-ce qu'on peut déjà prévoir les répercussions de cette baisse de production ? Alors, ça dépend si la question est une question technique ou une question économique. Question économique. Si la question est technique, les réacteurs fonctionnent un peu moins, puis voilà, ils fonctionnent un peu moins. C'est pas, je veux dire, ça ne pose pas de problème technique particulier, ça ne change pas la sûreté, etc. Par contre, tous les électriciens, et pas que EDF, à partir du moment où ils ont des revenus qui sont proportionnels à leur production, vont souffrir. Et encore une fois, pas qu'EDF, ça concerne tous les électriciens européens, sauf les électriciens qui sont dans les renouvelables, pour une raison très simple, c'est que les renouvelables sont payés par vos impôts et les miens. Donc, la manière dont le système fonctionne en ce qui concerne les renouvelables, c'est qu'on a dit aux gens qui ont installé des éoliennes et des panneaux solaires, la collectivité vous garantit un prix d'achat qui est de temps. Donc, si le prix de marché est en dessous du prix d'achat garanti, on vous paye la différence. Et si le prix de marché est au-dessus, vous avez le droit de vendre au prix de marché. Alors, en l'occurrence, là, il n'y a pas de au-dessus du prix de marché en France. On achète à tout le monde à un prix convenu d'avance, point barre. Il y a quelques années, aux très belles heures du solaire, donc au début du Grenelle de l'environnement, là, dans les années 2009-2010, le mégawattheure solaire pouvait, dans ses contrats, être vendu 500 €, avec un prix de marché qui est aux alentours de 50. Ça faisait des produits qui avaient un rendement sur capitaux investis qui était de l'ordre de 15%, payés par les impôts, ce qui, de mon point de vue, était un scandale absolu. Parce que quand on vous garantit vos revenus sur 20 ans payés par nos impôts, 15%, c'est juste un scandale.
Voilà, et ça a fait quelques fortunes privées, quelques très belles fortunes privées aujourd'hui. Donc ces gens-là aujourd'hui ne sont pas concernés par la baisse des prix de l'électricité ni par la baisse de la consommation parce qu'ils sont prioritaires sur le réseau. Donc on leur dit c'est votre production qu'on prend en premier. Et par ailleurs, comme ils ont un prix garanti, le prix continue d'être garanti. Donc même si le prix sur le marché baisse, eux, ils continuent à être payés la même chose. Donc les producteurs d'électricité renouvelable sont des gens qui ne souffrent absolument pas. Par contre, tous les autres qui arrivent derrière, qu'ils soient nucléaires, à gaz ou à charbon ou hydraulique, ça ne change strictement rien de ce point de vue, eh bien eux, ils vont moins vendre puisque la société tourne au ralenti et donc qu'on a besoin de moins d'électricité. En ce moment, vous avez une bonne partie des usines qui ne tournent pas, donc ces usines ne consomment pas d'électricité. Vous avez une partie des bureaux qui ne fonctionnent pas, une bonne partie, donc ces bureaux ne consomment pas d'électricité. Vous avez une partie des transports qui ne fonctionnent pas, donc ça vous consomme moins d'électricité. Et même si les gens sont un peu plus chez eux et font un peu plus la cuisson, globalement, il y a une baisse de la consommation d'électricité dans le pays qui se promène entre 15 et 20%. Donc ça, c'est suffisant pour que les prix d'une partie de la production soient vendus de manière, baisse, tout ce qui est sur le marché. En ce moment, les prix de marché se traînent à 20 € du mégawattheure, c'est-à-dire à peu près la moitié du prix de revient d'EDF. Et c'est également quelque chose qui va faire que la consommation d'électricité va baisser. Donc, quel que soit le prix du mégawattheure, de toute façon, on va en vendre moins. Ça va poser un problème, encore une fois, à tous les électriciens, donc EDF comme les autres. Et c'est aussi quelque chose qui n'avait pas été prévu dans le schéma de fonctionnement du pays, puisque à aucun moment, vous n'avez jamais vu passer un scénario prévisionnel sur la consommation électrique dans lequel on vous a dit on suppose que le PIB baisse. Jamais. Quand vous regardez les projections qui sont faites sur la consommation électrique, le PIB est toujours en croissance. Jusqu'à maintenant, ça va peut-être changer, mais jusqu'à maintenant, ça a toujours été le cas. Très bien, je vous remercie. Maintenant, on le sait, on va être dans un contexte où les investissements vont être assez limités, puisque l'État a débloqué des milliards pour sauver notre économie et nous aider dans cette situation. Concrètement, qu'est-ce qui va advenir de cette stratégie nationale bas carbone qui avait été mise en place par le gouvernement? Oh, alors là, il est trop tôt pour vous répondre. Je n'en ai strictement aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où la stratégie nationale bas carbone a été mise en place, elle était de toute façon, c'était une feuille de papier. C'est-à-dire qu'au moment où on décide pour de vrai de ce qu'on fait pour de vrai, c'est un truc qui n'existe pas. La stratégie nationale bas carbone dit qu'il faut limiter les déplacements. Il n'y a pas un maire qui a arrêté de délivrer un permis de construire engendrant de l'étalement urbain au nom de la SNBC. On a dit qu'il fallait limiter. Alors, un autre exemple, on s'apprêtait à faire le 4e terminal de Roissy. Peut-être qu'on va changer d'avis là maintenant. Mais on s'apprêtait quand même à le faire et à ce moment-là, les engagements pris sur le climat étaient totalement oubliés. On a dit qu'on allait favoriser la décarbonation du chauffage des bâtiments. En attendant, au moment où on a fait les diagnostics de performance énergétique, on s'est débrouillé pour pénaliser l'électricité en faveur du gaz, de telle sorte qu'une bonne partie des rénovations, enfin pas une bonne partie, mais une partie des rénovations qui étaient faites dans le logement social consistait justement à passer de l'électricité au gaz, donc à augmenter les émissions de CO2 avec des subventions publiques pour gagner 2 classes de diagnostic de performance énergétique. Voilà, puis je pourrais. Et à chaque fois qu'on avait l'occasion d'installer en France, avec Invest in France, une nouvelle industrie qui consommait du gaz, du charbon, et on était ravis de le faire. Donc la SNBC aujourd'hui, c'est des mots. Et du reste, il y a une très bonne manière de ne rien faire, c'est de se fixer des objectifs pour 2050 et surtout pas pour l'année prochaine. Bon, et en général, c'est ça qu'on a fait. Et dans ces objectifs, est-ce que vous pensez que les banques publiques d'investissement, par exemple, ou les banques centrales, elles vont jouer un rôle après cette crise? Alors, les banques centrales ont une règle absolue jusqu'à maintenant qui est celle de la neutralité de l'utilisation de l'argent. Dit autrement, il ne peut pas y avoir une utilisation sectorielle préférentielle de l'argent qu'elles fournissent. C'est quelque chose qu'elles se sont interdit. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on a poussé la BCE à dire faites donc un plan de relance vert, la BCE a toujours dit moi je veux bien créer de la monnaie, mais il n'y a pas de raison que ce soit vert, ce n'est pas dans mes statuts que ce soit vert plutôt que brun, plutôt que jaune, rouge ou violet. Donc la BCE a toujours refusé de faire ça. Il n'empêche que quand la BCE fait de la création monétaire, ça peut très bien être ensuite utilisé pour alimenter ensuite les États et les banques qui elles-mêmes peuvent avoir l'obligation de financer des choses qui sont vertes. Donc on pourrait très bien dire, alors il y a 2 manières de faire ça, on peut obliger les banques ou on peut obliger les emprunteurs.
Si demain matin, on dit à tous les propriétaires, à partir de maintenant, vous avez l'obligation de faire la rénovation thermique de votre logement, ce n'est pas un truc qu'on vous demande, si c'est rentable, pas rentable, c'est pas pourquoi, c'est obligatoire. Bon, bah, les gens vont le faire, et s'ils le font, une partie d'entre eux, éventuellement, iront voir leur banque en disant, bon, bah, écoutez, vous allez me faire un prêt, et moi, je vais financer mes travaux avec ce prêt, puis derrière, je vais vous le rembourser sur 30 ans, de telle sorte que la mensualité de mon prêt représente à peu près mes économies d'énergie, ou au moins, avec les économies d'énergie, ça ne me coûte pas trop cher. Bon. Donc, vous pouvez avoir un phénomène comme ça de répercussion en cascade qui permet, avec de l'argent qui est initialement créé au sommet, d'avoir des projets qui sont, eux, considérés comme verts. Mais ce n'est pas quelque chose, en général, que vous mettez au stade de la création monétaire elle-même, qui elle est neutre. Très bien. Je vous remercie en tout cas pour ces réponses. On va maintenant pouvoir passer à la phase de questions-réponses, justement, où les participants auront la parole. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a un onglet donc questions-réponses juste en bas de l'écran qui vous permet de poser vos questions, mais également de voter pour les questions que vous jugez les plus pertinentes et qui seront donc posées à Monsieur Jancovici. Donc la première qui retire donc le plus de votes vient de Vincent Dupuis. Que pensez-vous du revenu universel? Est-il viable dans un PIB qui se contracte? On a déjà aujourd'hui une forme de revenu universel, même s'il ne porte pas ce nom-là, décomposé en sous-ensembles. Ce revenu universel, une partie de ce sous-ensemble, c'est l'allocation chômage pour les gens qui ont perdu un emploi. Une partie de ce revenu universel, c'est les minimums sociaux qui peuvent être accordés à des gens qui n'ont jamais eu d'activité, ou le minimum vieillesse qui est accordé à des gens qui n'ont pas de retraite ou une retraite ridicule. Donc aujourd'hui, le revenu universel, alors il n'est pas harmonisé, c'est-à-dire que ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est tout le monde a tant d'argent et exactement la même somme. Mais par contre, vous avez déjà des mécanismes de solidarité qui approchent, même si ça n'est pas exactement ça, cette idée-là, c'est-à-dire qu'au fond, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, vous avez droit à quelque chose. Donc, on peut très bien, même sans créer un revenu universel, discuter des plafonds et des planchers qui sont applicables et des catégories qui doivent en bénéficier. Parce que par ailleurs, moi, il n'y a aucune raison que je sois concerné par le revenu universel. Je gagne ma vie, je ne vois pas pourquoi on me donnerait de l'argent en plus de ce que je gagne. Alors après, la question peut être de me supprimer ce que je gagne actuellement pour que j'ai un revenu universel qui est égal à celui de mon voisin. Mais ça, ce n'est plus exactement le même sujet. À ce moment, vous rentrez dans un système qui est un système totalement égalitariste, c'est-à-dire qu'on considère que quoi que vous fassiez, vous avez de toute façon pas plus de valeur que quelqu'un d'autre, et donc, ce qui se discute, et à ce moment, vous gagnez la même chose. L'expérience montre que la nature humaine étant ce qu'elle est, et en particulier notre envie féroce de s'élever dans les groupes sociaux, ça ne marche pas bien quand on essaye de le faire pour de vrai. Voilà, il y a toujours, en fait, le système se met toujours à avoir des effets de bord et à ne pas ressembler à la théorie. Voilà, donc ce que j'en pense, c'est que c'est très bien qu'il y ait des filets de sécurité pour un certain nombre de gens. Je trouve ça parfait. Je fais partie des gens qui pensent que ce n'est pas grave s'il y a quelques profiteurs du système. J'ai connu dans ma vie des gens, ingénieurs, cadres supérieurs, partis à l'étranger, se déclarant au chômage en France et touchant à la fois le chômage en France et leur revenu à l'étranger. Bon, pour être trouvé totalement scandaleux. Je n'ai personnellement pas trouvé génial, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelques profiteurs du système qu'il faut supprimer le système. Donc je pense que c'est très bien qu'il y ait ce genre de système, que contrairement à ce qu'on dit souvent, les gens qui sont concernés par ces revenus-là ne sont pas des gens qui sont ravis d'en profiter. Je pense qu'ils préféreraient avoir un job et se sentir utiles là où ils sont, pour leur immense majorité. Et ça ne règle pas par ailleurs la question, le revenu universel, du fait de se sentir utile, parce que les gens qui ont un revenu mais pas d'activité sont souvent des gens qui souffrent du fait de ne pas avoir leur place dans la société, c'est-à-dire que personne n'ait besoin d'eux quelque part. Quand on a un travail, quelque part, il y a des gens qui ont besoin de vous. Vous êtes utile, vous avez un rôle, et donc quelqu'un a besoin de vous. Et le fait que quelqu'un ait besoin de vous, c'est important. Le revenu universel n'est pas totalement dissociable de la question sur l'activité. Je vous remercie. Maintenant, une question d'Antoine. Le domaine des transports est le secteur carbone la plus élevée en France. Selon votre expertise, quelles voies sont à privilégier dans ce domaine? Quelles mesures pratiques seraient les plus efficaces? Et enfin, à quel point le développement de technologies comme les véhicules électriques et les véhicules roulant à l'hydrogène peuvent permettre la transition dans ce secteur?
Alors, réponse en plusieurs temps. Le transport est un domaine dans lequel vous avez plusieurs types de déplacements qui correspondent comment dire, à des raisonnements très différents. Les transports du quotidien, c'est-à-dire quand on n'est pas confiné, le fait d'aller travailler, d'aller faire ses courses, d'avoir une vie sociale de proximité, voir des amis, je ne sais pas quoi, d'aller à l'école ou d'aller chercher ses enfants, c'est une logique, une philosophie qui est totalement différente des transports longue distance, qui sont essentiellement liés aux loisirs et à des déplacements professionnels. Donc ça ne se traite pas de la même manière. On peut très bien imaginer de remplacer une partie des déplacements longue distance par de la visioconférence et du télétravail. C'est plus difficile de remplacer le fait d'aller faire ses courses par de la visioconférence et du télétravail. Alors, vous pouvez vous faire livrer, mais bon. Donc, le fait d'aller voir des amis quand on n'est pas confiné, c'est quand même un truc. Bon, en ce moment, il y a des tas de gens qui font des visio apéros, mais je pense qu'ils pourraient faire un vrai apéro, ils préféreraient. Donc, les marges de manœuvre et les possibilités de substitution ne sont pas les mêmes en fonction du motif du déplacement. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que nous sommes des animaux et qu'aussi loin que remontent les statistiques, nous sortons de chez nous et en ce moment où on ne peut pas le faire, on sent bien qu'on a une gêne physique pour un certain nombre d'entre nous, en moyenne 3 fois par jour. D'accord ? Ce qui veut dire que ce sur quoi on peut jouer, ce n'est pas la suppression, la baisse du nombre de déplacements. De toute façon, on sortira 3 fois par jour de chez nous quand on peut pas, et quand on peut, pardon, et quand on peut pas, ça s'appelle la prison. Et en ce moment, on est à mi-chemin entre la prison et voilà, et un certain nombre de gens ne trouvent pas ça drôle. Donc, ce sur quoi on peut jouer, c'est la portée du déplacement et le mode technique avec lequel on se déplace. Alors, si on veut décarboner les transports, on peut donc jouer sur l'énergie qu'on utilise pour propulser le véhicule qu'on utilise. Donc, à ce moment, on reste avec le même type de véhicule, mais on change son énergie. Donc, on garde une voiture et on la fait passer à l'électricité, à supposer que l'électricité soit décarbonée. Donc, en France, ça marche, mais en Pologne, ça marche moyen. En Pologne, une voiture électrique émet à peu près autant de CO2 et de particules fines à cause de la centrale à charbon qu'une voiture à pétrole de même masse et même puissance. Donc la voiture électrique, ça ne marche que si vous avez par ailleurs décarboné votre électricité, ce qui renvoie à un autre problème qui est est-ce qu'on va y arriver assez vite. Vous pouvez après baisser la quantité d'énergie nécessaire pour se déplacer. Par exemple, vous pouvez passer d'une voiture à un vélo à assistance électrique. À ce moment, vous utilisez beaucoup moins d'énergie parce qu'une vieille règle de physique vous dit que l'énergie pour se déplacer est proportionnelle à la masse. Vous vous rappelez, E égale 1/2 de mv2. Et donc, si vous prenez un engin qui a une masse beaucoup plus faible, vous allez avoir besoin d'une énergie beaucoup plus faible pour le déplacer. Et du reste, une batterie de vélo à assistance électrique, c'est quelques centaines de watts. Une batterie de voiture électrique, c'est quelques dizaines de kilowatts. D'accord ? Donc, c'est des centaines de fois plus. Enfin, c'est une centaine de fois plus, on va dire. Donc, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est changer de type de véhicule. Et une autre manière de changer de type de véhicule, c'est d'être plusieurs dans un véhicule où on était tout seul, ou de prendre des véhicules où on est par construction plusieurs, des bus, des trains, etc. Alors, il faut jouer sur l'ensemble de ces modes pour arriver à trouver un optimum, sachant que l'optimum correspond économiquement au plus faible investissement que vous pouvez faire pour économiser une tonne de CO2. C'est ça l'optimum économique. Et ça dépend de la situation de départ, ça dépend, etc. Si vous êtes en milieu rural, jamais on va vous mettre un RER devant chaque porte. Donc à ce moment, la voiture électrique peut être une bonne idée, le vélo à assistance électrique peut être une bonne idée et le covoiturage peut être une bonne idée. Le bus, si on commence à être suffisamment nombreux, peut être une bonne idée. Si vous êtes en interurbain, le train contre l'avion peut être une bonne idée. Si vous êtes en banlieue d'une grande ville, la mutualisation des déplacements, le vélo et éventuellement même du mode lourd peut être une bonne idée. Donc ça dépend vraiment, c'est contextuel. On a fait au Shift un rapport sur la mobilité périurbaine il y a quelques mois que j'invite les gens à aller lire et qui justement explique la combinatoire qu'on peut utiliser pour essayer de progresser sur ce terrain-là. Voilà, mais c'est un terrain compliqué. Très bien, je vous remercie. Maintenant, une question d'Eva Saores. Quelle est la place des villes dans le monde d'après? Est-ce qu'on doit privilégier un étalement ou une densification de nos territoires? Alors, il faut surtout privilégier les petites villes. L'UTES faisait, je crois, une dizaine de milliers de feux. À l'époque, on appelait ça des feux. Donc l'UTES, l'ancien Paris. Voilà. Le Paris de la Renaissance faisait, je crois, moins de 100 000 habitants.
Donc, à l'époque, la ville était petite. Pourquoi est-ce que la ville était petite? Parce que la première chose que vous avez besoin de faire chaque jour, c'est de manger. Et en ville, on ne fait pas pousser les aliments qu'on consomme. Et pour pouvoir nourrir une ville, vous êtes donc tributaire du disque qui entoure la ville, et plus exactement du surplus agricole dégagé par le disque qui entoure la ville, et où vous pouvez transporter les denrées avant qu'elles ne s'abîment. Alors, à l'époque où on transporte les denrées avec des charrettes à bœufs à pied et éventuellement des carrioles à cheval, on va dire qu'avant que la denrée s'abîme, allez, il se passe 48 heures, 72 heures. Et donc, vous pouvez nourrir la ville avec le surplus agricole dégagé par un disque qui entoure la ville, qui fait 2 ou 3 jours de distance que vous pouvez parcourir en charrette à cheval. Voilà. Et si le paysan n'a pas les moyens de se payer une auberge, c'est même pas 2 ou 3 jours, c'est 1 jour. D'accord ? Donc, vous voyez, ça vous donne une idée de la quantité de nourriture qui peut être dégagée pour nourrir les habitants de la ville. Et vous ne pouvez pas faire vivre une ville plus grosse que ça, puisque sinon, les gens meurent de faim. Donc, il n'y a personne dans la ville. La raison pour laquelle la ville a grossi au cours des 19e et 20e siècles, c'est parce que la portée et la vitesse des déplacements ont considérablement augmenté. Et donc maintenant, on peut faire venir tous les jours dans Paris, grâce à son ventre, comme disait Zola, qui maintenant s'est déplacé à Rungis, de quoi nourrir tous les franciliens. Parce que si on devait nourrir les franciliens, alors je prends Paris au sens large, hein, avec juste ce qui pousse en Île-de-France, eh bien, vous seriez depuis longtemps famélique ou morte de faim, et moi aussi. Dans la ville de l'après, on va avoir notamment moins d'énergie abondante. On aura moins d'énergie abondante, soit parce qu'on veut juguler le changement climatique et que l'essentiel de l'énergie est fossile et qu'on ne fera pas la substitution vers les renouvelables et le nucléaire un pour un, à la bonne vitesse, ça ne marchera pas, ce n'est pas assez rapide. Et si en plus on ne veut pas de nucléaire, on la fera encore moins vite, il nous restera encore moins d'énergie à l'arrivée. Et donc, soit on veut lutter contre le changement climatique et à ce moment, on est obligé de faire décroître très très vite la quantité d'énergie fossile, donc d'énergie tout court qu'on utilise, et donc par exemple la quantité de camions, donc la quantité de nourriture qui peut arriver tous les jours à Rungis et ensuite nourrir les franciliens. Ou bien, et il ne suffit pas de mettre tout ça sur des trains, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas mettre une station de train devant chaque champ de blé et chaque vache et chaque chèvre et chaque champ de cerises pour arriver dans chaque ville. Ça ne marche pas, ça. Donc, dans le monde de l'après, où vous avez beaucoup moins d'énergie, vous aurez donc de toute façon des villes qui seront plus petites parce que vous pourrez nourrir moins de monde, tassé au même endroit. Bon, alors après, qu'elles soient denses ou étalées, c'est presque un déterminant du deuxième ordre. Le déterminant du premier ordre, c'est vraiment moins de monde en ville. La deuxième chose, c'est que tout le reste de ce que vous utilisez en ville se produit ailleurs. Les vêtements que vous êtes en train de vous porter en ce moment, là, la matière première qui les constitue, soit c'est du coton et ça a poussé à des milliers de kilomètres d'ici, soit c'est du lin, si vous êtes riche, je ne vois pas là d'ici, et à ce moment, ça va peut-être pousser en France, soit il y a des fibres synthétiques dans ce que vous portez, donc il y a un peu de poly quelque chose, et à ce moment, vous portez un bout de pétrole. Parce que toutes les fibres synthétiques sont faites avec du pétrole via la pétrochimie, et le pétrole n'est pas produit en France, il est même produit très très loin, et il a fait 3 fois le tour de la Terre entre le moment où il a été produit et tous ces traitements intermédiaires. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas non plus avoir sur place dans la ville de quoi habiller les gens avec les moutons dont on tisserait la laine, les moutons qui sont en train de pâturer sur les toits des immeubles, enfin, tout ça ne marche pas bien. Donc, il faut contracter la taille des villes dans le monde de l'après. Le dernier point, c'est que ce qui est rentable économiquement en ville, c'est de gérer des services. Et les services sont essentiellement basés sur des fonctions d'échange. Là, en ce moment, on est en train d'échanger des informations. Une bonne partie des services consiste à échanger des informations. Une autre partie des services, c'est la vente, ça échange des produits. Une autre partie des services, c'est la finance, ça échange de l'argent. Donc, en gros, les services sont basés sur des fonctions d'échange. Et la ville marche bien avec beaucoup de gens qui s'occupent des échanges si vous avez énormément de trucs à échanger. Et énormément de trucs à échanger veut dire une société dopée à l'énergie, fabriquant énormément de produits et de services qui permettent d'être échangés derrière. Donc, dans une société sobre en énergie, et regardez les sociétés agraires anciennes, étaient des sociétés sobres en énergie, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les services. Donc, dans une société sobre en énergie, vous n'aurez pas besoin de tous ces services, donc vous mettrez une partie des gens au chômage dans les grandes villes, et en plus, vous n'aurez plus de quoi les faire manger. Donc, il faut absolument dégonfler les villes, et c'est ça qui va être le chantier majeur et totalement renversant au sens propre du terme, puisque de ces derniers siècles, on a urbanisé le monde. Et en ce moment, les pays émergents sont en train de s'urbaniser à toute vitesse. Malheureusement, c'est une évolution qui n'est pas durable dans un monde qui va avoir une évolution énergétique qui va se renverser. Et c'est évidemment un redoutable défi, parce que pour changer une ville, vous ne faites pas ça en une semaine.
Donc, un gros chantier en perspective. Un de plus. Un de plus. Une question maintenant de Martin Patterson. Êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à la capacité de l'Union européenne de préparer un plan de relance allant dans le bon sens? Alors sur cette question précise, je suis extrêmement pessimiste. Je pense que l'Europe doit se reconstruire en dehors de l'Europe. Quand l'Europe a été construite non pas autour d'instruments de marché ou de je ne sais pas quoi, l'Europe a été construite autour d'un projet très simple qui était vivre en paix. Vous vous rappelez probablement que les fondamentaux de l'Europe ont été jetés quasiment dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec comme leitmotiv le plus jamais ça. Et une des raisons pour lesquelles les Français et les Allemands se sont écharpés à n'en plus finir, c'était notamment pour accéder aux ressources de minerais de fer et de charbon qui sont situées sur toute la bande qui va de la Belgique à l'Alsace, en passant par la Ruhr au nord et la Lorraine au sud. Et donc la manière dont on s'est dit qu'on allait arrêter de se battre, c'est qu'on allait mettre en commun des ressources essentielles. Et une fois que les ressources essentielles sont en commun, et ben, ma foi, normalement, on arrête de se battre puisqu'elles sont à tout le monde et donc à personne. Alors, on a commencé à faire ça avec le charbon et l'acier. Ça a été la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça s'est prolongé derrière avec une autre énergie qui était naissante, qui était l'énergie atomique. Donc, on a fait Euratom. Et derrière, on a fait l'Union européenne. Et l'Union européenne n'avait pas à l'époque pour but de faire un marché, de faire je ne sais pas quoi. Elle avait pour but de faire la paix. Et puis, au fur et à mesure que… Pardon, et alors pour faire la paix, se sont dit les fondateurs de l'Europe, il faut que les gens aient leurs ressources principales en commun. Et puis par ailleurs, il faut qu'ils se connaissent, parce que quand on se connaît bien, on n'a pas envie de se taper dessus. Mais quand on connaît bien les gens, en général, il y en a une bonne partie, ils font quelques efforts pour paraître sympathiques, voilà, bon, bref. Et donc, on se tape moins dessus. Et pour favoriser la connaissance entre les peuples, il faut favoriser les échanges. Et pour favoriser les échanges, on s'est dit, on va favoriser le commerce. C'est une bonne manière de favoriser les échanges. Donc, on va supprimer à l'intérieur de l'Europe, de manière progressive, tout ce qui est une entrave à la liberté du commerce. Et de là, on a dévoyé le projet, c'est-à-dire que ce qui était le moyen est devenu le but. Et aujourd'hui, l'Europe, plus personne ne vous dit que c'est une façon de vivre en paix, et tout le monde vous dit que c'est pour faire un marché. On s'en fout du marché. Enfin, je veux dire, le marché est un objet, c'est un instrument, et si trop de marchés tuent le projet de paix, eh ben, on fait moins de marché. Je veux dire, un marché, c'est encore une fois, c'est un moyen, c'est pas du tout une fin en soi. Sauf que, à force de dire c'est ça qu'on va faire, du coup, on en a mis absolument partout à toutes les sauces. Et le marché et la libre concurrence sont antinomiques de la politique industrielle et de la planification. À partir du moment où vous faites de la politique industrielle et de la planification, c'est vous dites je vais faire ça et pas ça. Donc les gens qui veulent faire des petites bagnoles, je les autorise à exercer. Ceux qui veulent faire des grosses bagnoles, non. Je vais favoriser tel acteur qui sait faire des petites bagnoles et pas tel autre qui ne sait pas faire des petites bagnoles, etc. Donc, à partir du moment où vous faites de la politique industrielle, vous rentrez par construction dans un système dans lequel vous n'êtes plus sur un pied d'égalité en ce qui concerne tous les gens qui voudraient rentrer dans l'univers concurrentiel. Donc, ça hérisse au plus haut point l'institution européenne et tous les fonctionnaires de la Commission qui passent leur temps à tirer à vue sur tout ce qui peut ressembler à quelque chose qui n'est pas le libre marché, en croyant que c'est ça qui va faire le bonheur des peuples. Alors, c'est un système, soit dit en passant, qui marche très bien dans un univers en croissance. Parce que dans un univers en croissance, finalement, l'abondance vous est donnée de droit. Et le marché, il vous sert à gérer les fluctuations marginales de manière optimale. Donc, ça va très, très bien. Mais dans un univers contraint, le marché, ça ne marche pas. Vous n'avez jamais vu un général à la guerre dire voilà, je vais faire un appel d'offres en respectant la concurrence pour savoir quelle section je vais envoyer reprendre le bitonio qui est là-bas. Pas vraiment ça que vous voyez. Et au moment où les pays sont passés par des épisodes très contraints, ce qui a été le cas de la totalité des pays jusqu'au moment où les combustibles fossiles nous ont fait apparaître la libération par les machines, vous n'aviez pas de libre concurrence partout et tout le temps. En France, vous aviez des charges qui étaient héréditaires, ou enfin, vous aviez des rentes. Tout était protégé. Alors, je ne suis pas en train de dire les rentes, c'est formidable. Je suis juste en train de vous dire le système, j'en sais rien après tout, mais le système qui était, des fois, c'est pas si idiot, mais le système qui existait à cette époque-là, c'était des systèmes pas du tout librement concurrentiels, mais soit régaliens, soit de rentes encadrées. Donc, le système librement concurrentiel marche très bien dans un univers en croissance. Dans un univers en contraction, c'est une machine à détruire du capital. Donc, je ne suis pas je ne crois pas du tout. Exactement comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas que le plan de relance va se décider. Le plan de relance décarboné va se décider dans l'urgence. S'il n'était pas prêt avant, il ne sera pas prêt au moment de la relance. C'est absolument évident. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la relance d'Air France, etc.
Eh bien là, c'est exactement pareil. La relance décarbonée au niveau européen ne sera pas plus prête dans l'urgence qu'elle n'était prête avant l'urgence. Alors avant l'urgence, c'était quoi la relance décarbonée à la sauce européenne? C'était on va faire des voitures électriques et des éoliennes et tout va se passer comme par miracle. Voilà. Et de l'hydrogène, et puis voilà, tout va bien aller. Ce n'est pas la peine de s'occuper de la taille des villes, comme je viens de l'évoquer, ce n'est pas la peine de s'occuper de la structure de notre production agricole, ce n'est pas la peine de s'occuper de brider les moyens de déplacement des gens, tout ça c'est inutile, on va faire des voitures électriques et à hydrogène, et des avions à hydrogène, et voilà, et tout le problème va être réglé. Alors, le seul petit inconvénient, c'est que tous ces moyens très hautement technologiques sont très consommateurs en capitaux et donc ils sont totalement inenvisageables dans un monde en contraction. Vous n'aurez juste jamais les moyens de déployer ce genre de truc. Jamais. Donc, dans un monde en contraction, il faut faire ce que les ingénieurs appellent du low-tech, c'est-à-dire de l'optimisation fine de ce que vous savez déjà faire. Est-ce que l'Europe sait aujourd'hui faire une croissance qui soit décarbonée? Non, c'est parce que nous n'allons pas avoir la croissance. Et l'Europe sans croissance est tellement perdue, enfin est perdue. Elle est perdue notamment parce que, je vous rappelle, si vous n'avez pas appris ça en cours de politique européenne, que la croissance est explicitement mentionnée comme étant un objectif européen dans l'article 3 du traité de Lisbonne. Donc la croissance est un objectif européen. Je crois que c'est une des rares constitutions au monde dans lesquelles on dit la croissance est un objectif du pays. On n'a pas ça dans la Constitution française, par exemple. On va maintenant passer à une question d'Elias Lutti. Emmanuel Macron a annoncé une relocalisation de l'industrie de l'agriculture en France. Cela ne risque pas d'avoir pour effet d'augmenter les gaz à effet de serre? C'est une question, surtout que la relocalisation est nationale et non pas européenne. Alors la réponse est si, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Si vous raisonnez en ce qui concerne… il y a deux manières de raisonner en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre des Français. Vous pouvez vous occuper de ce qui a lieu sur le territoire national et vous pouvez vous occuper de ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est-à-dire toutes les émissions qui sont la conséquence de tout ce qu'on consomme. Je reviens à la chemise que vous portez, elle n'a pas été fabriquée en France. Pourtant, vous vous en servez en France. Enfin, à moins que vous soyez en ce moment confiné, je ne sais pas où, aux îles Vanuatu, vous êtes en France. Donc, les émissions qui sont la contrepartie de votre chemise, vous en profitez. Par contre, elles ne sont pas dans l'inventaire national. Elles ne sont pas dans l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre en France. Si je décide de rapatrier en France l'usine qui fait votre chemise, je vais évidemment augmenter les émissions françaises, puisque ces émissions qui avant avaient lieu au Bangladesh ou en Thaïlande vont maintenant avoir lieu en France. Mais si l'usine qui fait votre chemise en France est plus efficace que l'usine de Thaïlande ou du Bangladesh, parce que par exemple, elle utilise de l'électricité décarbonée, parce que je me débrouille, parce que j'ai demandé à mes ingénieurs de faire des processus qui sont plus efficaces que ceux que j'avais avant, etc., eh bien, je peux à la fois avoir augmenté les émissions françaises et globalement fait une bonne affaire sur votre empreinte carbone. Donc, le fait qu'on relocalise des activités en France peut très bien être une bonne affaire pour le climat, tout étant effectivement, facialement, une très mauvaise affaire pour les émissions domestiques. Or, il se trouve que dans le cadre des accords internationaux, les pays stipulent pour eux-mêmes. Donc, le seul engagement qu'ils ont, c'est sur leurs émissions domestiques. Donc, le fait de relocaliser des activités va effectivement venir heurter les engagements que nous avons pris sur la neutralité carbone en France, qui est un engagement qu'on aurait mieux fait de prendre sur l'empreinte carbone. Alors évidemment, il était beaucoup plus challengeant si on l'avait pris sur l'empreinte carbone. Par contre, là, pour le coup, on aurait pu joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que la relocalisation en France d'un certain nombre d'activités aurait été de pair avec une baisse possible de l'empreinte carbone. Sur les métaux qu'on utilise, par exemple l'aluminium qu'on utilise, pour faire de l'aluminium, il faut utiliser énormément d'électricité. Entre une fonderie d'aluminium utilisée en Australie et une fonderie d'aluminium utilisée en France, vous avez quasiment une baisse d'un facteur 10 sur les émissions par tonne. Donc là, voilà typiquement une relocalisation industrielle dans laquelle on gagne des émissions au niveau global. Maintenant, une question de Noah Fléchel. Vous avez participé à la Convention citoyenne pour le climat. Pensez-vous que cela peut vraiment donner un élan au gouvernement pour lancer la transition carbone? Je n'ai pas la réponse. Alors moi, je n'ai pas été membre de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai simplement été auditionné, comme on dit un jour. Mais si vous regardez la vidéo de l'audition, vous verrez que j'ai dû parler un quart d'heure parce qu'on était 4 sur le plateau. Et bon, moi, j'ai dû avoir trois questions.
est-ce que Macron va écouter la Convention citoyenne pour le climat? Je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que au moment où cette convention a été lancée, on était par beau temps, la mer était calme, quelques petites vaguelettes, et Macron s'est dit, voilà, je vais lancer cet OVNI, m'engager à écouter ce qu'il me raconte. Alors au début, il s'était engagé à en faire un projet de loi, après je crois qu'il s'était seulement engagé à écouter ce qu'il racontait, mais enfin bon, bref, peu importe. Et comme tous les gens qui occupent ce genre de poste, un virtuose de la politique, eh bien, il s'est dit, je vais lancer ce truc-là et je trouverai bien le moment venu le moyen de le retourner à mon avantage. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. C'est-à-dire qu'il peut le retourner à son avantage parce que les propositions sont vraiment pertinentes, qu'il va vraiment les mettre en œuvre et que tout le monde dira bravo, bravo, ou le retourner à son avantage en noyant le poisson parce que les trucs ne lui plaisent pas du tout en ayant l'impression d'avoir écouté le bon peuple. Voilà. Donc, alors, je ne sais absolument pas ce qu'il avait en tête, aucune idée. Je ne sais surtout pas ce qu'il va en faire dans le contexte actuel. Parce que maintenant qu'il y a le Covid qui est passé par là, d'abord, vous avez un certain nombre de gens qui vous disent aujourd'hui, ça va bien les contraintes environnementales, mais on verra ça plus tard. Notamment Air France, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Le patron d'Air France a dit, bon, il y a un certain nombre de taxes, là, si on pouvait les repousser de 2 ans, ça m'arrangerait bien. Ce qui va être fait, probablement. Donc, donc, ce qui va sortir de la Convention citoyenne pour le climat dans le contexte actuel et au moment où ça sortira, puisque ça ne va probablement pas sortir avant septembre, je n'ai pas la moindre idée de ce que Macron en fera. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai noté dans le dernier discours qu'il a fait qu'il a parlé de sobriété carbone et de planification, avec une virgule entre les deux, du reste, c'est dommage, il aurait mieux fait de ne pas mettre de virgule entre les deux. Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça correspond. Parce qu'on peut tout imaginer. On peut imaginer qu'il a été frappé par la grâce et qu'il a tout compris. Ça me paraît peu probable, mais on peut l'imaginer. On peut imaginer qu'un de ses conseillers lui a dit « Vous devriez en parler, voilà, regardez ce que ça donne comme réaction, lancez-moi donc ce ballon d'essai. À mon avis, c'est ça qu'il fait. » Voilà. Et donc, il se dit je vais voir si un certain nombre de gens me disent « Ah, c'est vachement bien ce que tu as dit, là, c'est très bien, très bonne idée, faisons ça. » Et si effectivement, il y a un nombre croissant de gens qui lui disent ça, à ce moment, il passera à l'étape 2, qui est de commencer à faire travailler des gens sur la question ou à ouvrir ses oreilles pour des gens qui ont déjà travaillé sur la question et qui ont des trucs concrets à proposer. Dont éventuellement les gens de la Convention citoyenne pour le climat. Pour ce que j'ai vu de leurs propositions, la Convention citoyenne pour le climat, ça reste des orientations générales. Par exemple, quand ils disent qu'il faut augmenter fortement la rénovation des bâtiments et la rendre obligatoire, c'est une bonne idée. Donc moi, je suis pour que ce soit obligatoire, mais on n'est pas encore allé jusqu'au bout du raisonnement. Si on rend la rénovation obligatoire, vous avez 30 millions de logements en France. Si on veut les rénover sur 30 ans, ça fait 1 million par an. Alors au début, ça sera moins, après, ça sera plus. Compte tenu du nombre de personnes qu'il faut pour rénover un logement, ça veut dire en gros faire rentrer 200 ou 300 000 personnes dans l'artisanat du bâtiment. Donc ça veut dire que vous, au lieu de vous dire allez à Sciences Po parce que c'est vachement bien, on vous dit devenez plombier parce que c'est vachement bien. Voilà, c'est ça que ça veut dire en pratique. Ça veut dire que vos instituteurs vous disent ça quand vous êtes gamin. Bon. Donc il y a encore un peu de chemin à parcourir pour qu'on y arrive. Non pas que plombier ce soit un métier honteux, mais c'est juste qu'aujourd'hui ce n'est pas du tout le discours de l'éducation nationale. Et donc il n'y a pas que à changer le fait que ce soit obligatoire pour les propriétaires. Il y a aussi tout un tas d'autres trucs à changer dans la formation, dans la confiance qu'il peut y avoir avec les gens qui font, dans les mécanismes économiques qui permettent que ce soit fait, etc. Et donc quand la Convention citoyenne dit il faut le rendre obligatoire, c'est pas fini comme proposition. Hein. Et enfin, dernier point, si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous risquez? Est-ce que vous risquez l'interdiction de vendre votre logement? Est-ce que vous risquez une multiplication par 4 des impôts fonciers? Enfin, qu'est-ce que vous risquez? Bon. Donc, il faut finir de décliner cette proposition. Donc, la seule chose qui est intéressante, enfin, la chose qui est intéressante dans cette convention, c'est qu'elle émane du terrain. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça montre qu'une fois que les gens ont pris un grand coup sur la cafetière, parce que c'est ce qui leur est arrivé au début, en découvrant l'ampleur du problème, ils sont capables d'avoir des propositions beaucoup plus disruptives que ceux qu'on serait capable d'accepter en temps normal. L'épisode actuel, soit dit en passant, nous montre qu'on est capable d'avoir des comportements très disruptifs très vite, à partir du moment où il y a une volonté nationale qu'il en soit ainsi. Alors moi, je regrette que ce soit pour les vieux dont je fais partie et pas pour les jeunes, mais après, c'est un autre débat. Puisque je pense qu'on met un peu les priorités à l'envers, mais ça montre que quand on veut, on peut. Quoi, je veux dire. Bon, donc, la Convention nationale dans cette affaire, la Convention citoyenne, pardon, elle a cet avantage d'enfoncer le clou dans un certain nombre de directions
où il y avait déjà des gens qui avaient dit que ça serait intéressant de le faire, ne va pas, et c'est normal, on ne peut pas lui demander ça en 7 week-ends jusqu'au bout du chemin de la totalité des propositions qui sont faites. Et pour finir, je ne sais pas quelle place ça jouera dans ce que Macron fera dans 6 mois. Et on peut imaginer n'importe quoi, entre il prend une personne de cette convention pour la nommer ministre jusqu'à il s'assied dessus. Voilà, je n'en ai strictement aucune idée. Je vous remercie. Maintenant, une question de Livio Valentin qui rejoint un peu cette idée de passer à une vision plus sur le terrain. Vous et d'autres pensant l'après, tels que Gaël Giraud ou Arthur Keller, peuvent-ils avoir un poids dans les élections de 2022 au vu de l'écho que les théories collapsologues ont en France? Une offre politique, entre parenthèses, apartisane, vous paraît-elle capable d'émerger et de participer à ces élections? Je ne crois pas qu'il existe une offre politique à partisane, parce qu'à partir du moment où vous créez une offre, vous êtes partisan. Vous êtes partisan de votre offre. Alors, c'est un vieux débat, hein, la question des partis. Déjà, c'est un truc qui a empoisonné De Gaulle, et un certain nombre de républiques. Donc, je ne crois pas qu'on fasse un truc apartisan. Du reste, De Gaulle a fini par faire son parti. Je crois que nous pouvons. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y ait un parti des gens qui veulent qu'on structure la vie socio-économique du pays autour d'un objectif qui soit sociétal et non pas économique. Dit autrement, qu'on renverse la hiérarchie entre l'économie et la société. Et si, en ayant bien compris ce que ça veut dire, pour faire société d'une autre manière, on est prêt à consommer moins et à ce que l'économie se contracte, et si c'est bien ça qu'on a compris et on sait comment s'organiser en pareil cas, et ça nous va bien, ça devient quelque chose qui est une proposition politique qui peut très bien, enfin je veux dire, c'est possible de gouverner un pays dans lequel les gens sont d'accord avec les contreparties, c'est pas un vrai problème. Ça fait longtemps que je pense que la vraie rupture dans le monde politique doit se faire entre ceux qui croient au monde fini et ceux qui n'y croient pas. Ben là, je pense qu'on commence à y être. Donc moi, ça faisait 10 ou 15 ans que je disais ça, mais comme tous les vieux schnobs, je radote. Mais maintenant, là, je pense qu'on y arrive. Et que c'est vraiment le début de. Ça va se cristalliser d'autant plus après l'épisode qu'on est en train de vivre. Ne serait-ce que parce que la contraction, on va la connaître pendant un moment, hein, donc ça ne va pas s'en aller dans 2 mois. Gaël Giraud, je ne sais pas s'il se rêve en personnage politique, je ne crois pas. Les collapsologues avec cette étiquette, je ne crois pas non plus. Je ne pense pas que Pablo Servigne ait envie de devenir ministre. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je ne crois pas être utile dans ce genre de poste. Et de toute façon, c'est une vision présidentielle, ce dont on est en train de parler. Ce n'est pas une vision ministérielle. Un ministre, vous savez, s'occupe de petites choses. Hein, comme le disait le latin. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut voir émerger une offre politique portée par quelqu'un de crédible, avec un peu de stature, qui soit orientée autour d'une vision de la société dans laquelle on ne donne pas la primauté à l'économie et qui ait la capacité de comprendre, d'expliciter et de faire accepter toutes les contreparties qui vont avec, et tout ça pour 2022. La réponse, c'est que si on ne s'y met pas maintenant, il n'y a aucune chance, que maintenant, c'est déjà bien tard, et que très honnêtement, je ne sais pas trop où sont les gens qui pourraient correspondre à ce portrait robot. Il y a quelques personnes qui essayent de se positionner un peu sur ce genre de terrain, mais ça suppose un certain nombre de prérequis. Alors, dans les prérequis que ça suppose, le premier, c'est de ne pas se mettre en porte-à-faux avec les faits. Or, dans le monde politique que nous avons aujourd'hui, issu de 2 siècles de croissance, tout le monde pense, avec peu d'exceptions, que la technique, que le politique s'impose à la technique. Dit autrement, le politique a décidé qu'on ferait une autoroute, l'autoroute est faisable. Le politique a décidé qu'on construirait une maison, la maison est constructible. Le politique a décidé qu'on irait sur la Lune, on va sur la Lune. Et donc, le technicien, il n'est pas là pour dire « Monsieur le politique, le monde est fini, je ne peux pas faire ça ». Il est là pour dire « Oui, monsieur, oui, madame », et quand on vous demande quelque chose, de le faire. Alors, il se trouve que depuis les premiers chocs pétroliers, c'est devenu un peu moins facile de raisonner comme ça. Et depuis le deuxième choc pétrolier, c'est-à-dire 2005-2008, c'est devenu carrément impossible. C'est-à-dire qu'il y a plein de ministres qui voudraient faire revenir la croissance, faire ceci, faire cela, et puis en dessous, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc, ou bien les gens deviennent neurasthéniques ou ils s'en vont. Et
le fait de retrouver une forme de confiance avec la technostructure et avec la compétence technique est un prérequis absolument indispensable à ce qu'un tel projet de société fonctionne. Et dans les temps anciens, quand la société était très contrainte, le roi, c'est-à-dire le despote de l'époque, qui était, parce que vous n'aviez que des despotes pour gérer des sociétés contraintes, hein, les seules entorses à l'affaire, la démocratie athénienne et romaine, ce n'étaient pas des vraies démocraties, ça concernait une poignée de citoyens assis sur des armées d'esclaves. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment un système démocratique large. Eh bien, le despote avait toujours près de lui des experts techniques de très haut niveau, qui étaient, et les scientifiques étaient toujours des gens qui appartenaient à la noblesse. D'abord, il fallait avoir le temps de phosphorer. Hein. C'est clair que quand on était couché sur son champ de patates toute la journée, c'était plus compliqué de théoriser la chute de la patate. Mais le roi s'entourait à l'époque des meilleurs experts et des meilleures compétences techniques de son temps. Et au moment de la constituante du reste en France, vous aviez tous les grands scientifiques de l'époque qui étaient dedans. Donc, je ne crois pas à la faisabilité d'un tel programme dans un monde dans lequel le lien de confiance entre l'expertise technique et le politique continue à être aussi délité qu'il l'est aujourd'hui. Je crois que ça ne marche pas dans un monde dans lequel vous n'êtes pas capable de faire la pédagogie du problème, ce qui renvoie au problème précédent. Il m'a bien fait rigoler, Macron, avec son conseil scientifique sur le Covid, là, parce que la première chose qu'il aurait dû faire après avoir reçu Greta Thunberg, c'était exactement la même chose sur les problèmes d'énergie et de climat. Premier truc qu'il aurait dû faire. Bon, on attend toujours. Hein. Donc, ça suppose d'être capable de faire la pédagogie du problème. Ma toute très petite, modeste expérience, c'est que quand on explique aux gens pourquoi on a un vrai problème et que ça ne va pas nécessairement être simple, vous ne faites pas toujours sortir à grands coups de pied dans le derrière et les gens acceptent de discuter du partage de l'effort. Le meilleur moyen pour que les gens n'acceptent pas de discuter du partage de l'effort, c'est qu'ils aient l'impression qu'on leur raconte des carabistouilles. Voilà. Donc, ça ne marche pas si on n'est pas capable de faire la pédagogie du problème. Ça ne marche pas si on ne retrouve pas le lien le lien de confiance avec l'expertise technique et la technostructure. Ça ne marche pas si on n'a pas pensé longtemps à l'avance tout un tas de trucs sur lesquels aujourd'hui le capital intellectuel, c'est l'ensemble vide. Et pour reprendre un exemple que j'ai longuement développé dans mon Facebook Live d'hier, toute la question de comment on fait fonctionner une société en décroissance aujourd'hui est totalement vierge dans le domaine économique. Dans une société en décroissance, par exemple, si on est toujours aussi nombreux à votre mort qu'au moment où vous commencez à travailler, eh bien, non seulement vous ne gagnerez pas de plus en plus d'argent à mesure que vous vieillirez, mais vous en gagnerez de moins en moins. Comment je gère ça? D'accord? Il n'y a pas un économiste aujourd'hui qui s'est penché sur la question. Est-ce que ça va vous rendre misérable, malheureuse, etc. Ou est-ce que, enfin, voilà, il n'y a pas une personne qui s'est penchée sur la question. Donc, 2 ans pour se pencher sur cette question, ce n'est pas beaucoup. Même quelqu'un comme Gaël, que j'adore, je ne crois pas qu'il ait travaillé pratiquement cette question-là. Voilà, donc beaucoup de choses. Et si je veux commencer à faire dégonfler les villes, comment je fais en pratique? Comment est-ce que je crée de l'activité là où il n'y en a pas? Enfin, voilà. Donc, c'est un ensemble très, très compliqué. Aujourd'hui, les collapsologues, pour finir de répondre à la question, n'ont pas, à ma connaissance, l'envie de travailler sur les côtés pratiques de l'affaire, pour autant que je le sache. Je ne leur pose pas la question tous les jours, mais je ne crois pas. Il y en a un qui avait un peu envie de travailler sur le côté pratique de la question, qu'il a fait pour lui-même, mais qui a un peu rangé des voitures maintenant, c'est Yves Cochet. Voilà, il s'est mis une maison en Bretagne avec des panneaux solaires, 2 hectares, des chevaux, je ne sais pas quoi. Donc lui, il a travaillé le truc de manière un peu pratique. Mais mais pour lui-même, il n'a pas réfléchi à l'organisation pratique de la société en pareil cas. Mais je pense que c'est un truc qui le grattait un peu quand même. Sur la fin de sa carrière, on sentait que c'était un truc qui le grattait. Mais ils sont rares, les gens qui sont comme ça. Il y en a en pratique pas beaucoup. Je vous remercie. Enfin, j'avais une dernière question. On a pu parler de pas mal de thématiques. Est-ce que vous auriez justement une lecture, un documentaire ou un podcast à nous conseiller pour aller un peu plus loin? Alors, ça dépend ce que vous appelez à aller un peu plus loin. S'il s'agit de comprendre le problème à traiter, donc à la fois le problème de l'interaction entre le fonctionnement actuel de la société et l'énergie, et la question du changement climatique, qui est ma deuxième spécialité, j'ai envie de dire, après l'énergie. Donc, je connais mal la question de la biodiversité, enfin, elle m'intéresse, mais je veux dire, je ne me qualifie pas du tout d'expert.
Je connais un peu la question des ressources minérales, les ressources métalliques, etc., qui sont aussi nécessaires au fonctionnement de notre activité. Mais j'en suis pas un grand expert. Mais sur les deux sujets que je viens d'évoquer, donc énergie et changement climatique, ce que je peux proposer de mieux pour la population étudiante qui nous écoute, c'est les vidéos de mon cours aux mines, qui sont librement accessibles sur Internet, et les supports sont accessibles. En général, il faut aller dans les commentaires juste en dessous de la vidéo sur YouTube, et il y a un endroit où on peut la télécharger. Vous avez des versions condensées de ce cours sous forme de diverses conférences à droite et à gauche, dont une que j'ai faite à Sciences Po à la rentrée, à la dernière rentrée, là, en septembre dernier. J'ai fait une conférence inaugurale. En matière de livres, vous avez peu de livres qui sont très synthétiques là-dessus, et j'ai envie de dire, alors je suis désolé de plaider à nouveau pour ma paroisse, si, je vais quand même vous en sortir quelques autres que les miens. Sur l'imbrication du fonctionnement de la société et de l'énergie, les quelques livres que j'ai écrits seul ou en collaboration avec d'autres auteurs peuvent constituer des bonnes bases. À partir du plus récent, le dernier, c'est Dormez tranquille jusqu'en 2100. L'avant-dernier, c'était Transition énergétique pour tous. Celui d'encore avant s'appelle C'est maintenant. Le sous-titre était 3 ans pour sauver le monde, et c'était écrit en 2009, donc on ne l'a pas sauvé. Donc on va commencer à souffrir un peu. Et puis, encore avant, on avait écrit avec Alain Grandjean Le plein s'il vous plaît, dans lequel on avait déjà commencé à décortiquer un certain nombre de mécanismes. Donc bon, il vaut mieux les lire dans l'ordre dans lequel je viens d'évoquer, parce que comme ça, on part du plus récent. Il y a un livre absolument remarquable sur le pétrole qui s'appelle Or Noir, de Mathieu Ozano, qui par ailleurs est le directeur du Shift, qui est une somme qui fait 600 pages, qui est un livre qui devrait beaucoup intéresser les étudiants de Sciences Po, parce que c'est toute la géopolitique revisitée par le pétrole. C'est absolument passionnant. C'est toute la construction des États-Unis revisitée par le pétrole. Donc c'est un livre qui, du point de vue historique, par rapport à ce que j'ai pu écrire moi, offre une perspective qui se lit comme un roman, enfin, qui est vraiment très, très agréable à lire. Après, vous avez tout un tas d'ouvrages plus techniques, donc qui sont peut-être moins intéressants dans un premier temps. Vous avez quelques vidéos de vulgarisation sur YouTube qui ne sont pas inintéressantes. Il y a un homme qui s'appelle Le Réveilleur qui fait des vidéos de vulgarisation. Vous avez un site qui s'appelle Connaissance des énergies, qui est pas mal, qui fait de la vulgarisation aussi. Alors, le mien commence à dater, donc je ne vais pas vous le recommander vraiment. Moi, maintenant, puisque les choses récentes que je fais, c'est plus des articles, des chroniques, des points de vue et des trucs comme ça. Donc là, effectivement, vous avez sur mon site perso toute ma production des mois écoulés. Et puis, bien évidemment, vous avez après tout un tas de gens qui font des réflexions ou des notes de synthèse, au chapitre desquelles vous avez Carbone 4, qui fournit des analyses de temps en temps avec des angles qui sont un peu techniques, donc c'est très orienté business, ou bien le Shift Project qui fournit des choses qui sont plus sociétales, voilà, qui peuvent être intéressantes également. Je vous remercie. Je pense qu'on a de Ah quoi. si, pardon, dans les podcasts humeur, vous pouvez utiliser aussi, écouter Présage, qui est le podcast d'Alexia Soyeux. Tout à fait, un très bon podcast. Voilà, qui est un très bon podcast et qui a un angle plus psychologique, donc très complémentaire aussi de ce que je viens d'évoquer. Très bien, je vous remercie en tout cas. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce 3e épisode. J'espère en tout cas qu'il aura permis aux participants de mieux appréhender la situation actuelle et surtout l'impact d'un point de vue énergétique. Je vous remercie, Monsieur Jancovici, d'avoir bien voulu participer et d'avoir contribué à penser le monde d'après. On va pouvoir se retrouver la semaine prochaine avec d'autres intervenants que je vais dévoiler tout au long du week-end. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé et voilà, d'avoir contribué à ce projet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt dans Penser l'après.